Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Show, comme d'habitude pour l'actualité tech et informatique de la semaine. Nous sommes en direct du Computex, ou en tout cas depuis ma chambre d'hôtel au Computex. Et du coup, le Computex en réalité est terminé. Donc, je n'ai pas allé voir tout ce qui, selon moi, m'intéressait. Bon, en réalité, c'est énorme le Computex, donc il y a certainement beaucoup de choses que j'ai manquées. Mais dans cette vidéo, on va regarder, selon moi, aux plus grosses annonces, les meilleures annonces. Il y a du lourd. Vous avez notamment Nvidia qui a annoncé RTX Spark, qui est du coup le concurrent selon moi, plus Apple, mais aussi ce que fait Snapdragon. Donc c'est une puce ARM avec un GPU NVIDIA sur Windows, donc ça va être massif. Nous avons aussi des news au niveau carte graphique avec AMD qui va sortir une nouvelle carte en Europe, qui est la 9070 GRE, oui. Elle arrive enfin en Europe. On a aussi des news au niveau CPU. Nous avons Intel qui a montré la puce G3 Extreme et j'ai pu la tester dans une console. Et donc, vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Je rappelle aussi que le Tech Show est toujours disponible sous forme de podcast. Et je m'excuse aussi d'avance pour s'il y a de l'écho dans cette vidéo. J'ai essayé de l'enlever au maximum. Mais voilà, les chambres d'hôtel ne sont pas vraiment faites pour enregistrer des vidéos. Donc voilà, je m'excuse d'avance, mais commençons tout de suite. Avant de passer à la première news, j'aimerais parler un petit peu du Computex cette année-ci parce que j'y vais depuis 2023. Donc j'ai vu un petit peu l'évolution selon l'arrivée de l'IA notamment. Et je dois bien avouer que encore l'année dernière, c'était le Computex qu'on connaît assez bien. Vous aviez évidemment les trucs data center IA, tout le tralala, mais vous aviez aussi un peu de tout en fait. Donc c'était assez intéressant. Et puis le Computex de l'année dernière, c'était juste après l'arrivée des RTX 5000, donc il y avait des nouvelles cartes graphiques et tout ça. Ben, cette année-ci, évidemment, il n'y a pas eu d'énormes annonces. Il y a eu quelques annonces, notamment l'annonce Nvidia, l'annonce Intel et tout, mais il n'y a pas eu de grosses sorties au niveau hardware, récentes en tout cas. Et vous avez aussi le fait que tout ce qui est IA a explosé. Et ça se voit parce que, notamment sur le Computex, vous aviez beaucoup plus de boosts, beaucoup plus d'espace réservé à des marques qui gèrent tout ce qui est au niveau data center. Et même certaines marques qui étaient moins data center étaient à fond data center. Et tous les aspects. Vous aviez des marques qui montraient juste leur alimentation pour data center. Vous aviez des marques qui étaient plus au niveau réseau. Vous aviez des marques qui étaient plus au niveau juste même du châssis des data centers, du refroidissement. J'ai vu une marque notamment qui montrait des ventilateurs de malades. Voilà, il y avait énormément de place qui a été pris sur le Computex pour justement montrer tout ce qui était IA. Ils ont toutefois rajouté un nouveau salon. Donc normalement, le Computex, c'est 2 bâtiments avec 2 niveaux principaux. Et là, ils ont rajouté un 3e bâtiment qui est près de Taipei 101, cette énorme tour. Et cette partie-là était réservée robotique. Je n'ai pas du tout été le voir, je suis très honnête. Moi, je me suis concentré sur les 2 autres bâtiments qui étaient plus hardware et tout ça. Mais même dans ces 2 bâtiments, oui, une grosse partie du bâtiment, même au milieu, il y a toujours le premier bâtiment à l'étage, c'est là où vous avez les plus gros booths, les plus grosses marques. Vous aviez notamment Asus, qui avait tout un truc Asus, et puis de l'autre côté, ils avaient ROG, et puis ils avaient Gigabyte. MSI était un petit peu sur le côté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais du coup, justement, la raison, c'est peut-être parce qu'il y avait une autre marque que je ne connais pas du tout, qui était à un de ses emplacements principaux. Et c'était tout au niveau data center IA. Je ne connais même pas la marque. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font. J'ai regardé le booth. J'ai essayé de deviner ce qu'ils font juste en regardant le booth. Je ne sais toujours pas. Je suis très honnête. Mais c'est juste pour vous montrer qu'une grosse partie du Computex cette année-ci a été dédiée à ça en fait. Et c'était un peu des fois dépressif parce que du coup, il n'y a pas vraiment de nouvelles grosses news au niveau hardware. Il y a des news quand même, on va en parler. Il y a des news sûrement intéressantes, mais il n'y avait pas une énorme news de nouvelles cartes graphiques, nouvelles cartes mère ou autre chose. C'était plus genre, hey, on a fait un nouveau skin, on a fait une nouvelle version, mais c'est techniquement la même. Voilà, achetez s'il vous plaît. C'était vraiment ça en fait. Donc, et puis vous aviez certaines marques qui étaient poussées en dehors du Computex en quelque sorte. Parce que notamment, vous aviez Be Quiet, ils n'avaient aucun stand sur le Computex. Tout était dans un showroom privé que j'ai pu visiter, donc ça allait. Mais vous aviez aussi Fantex, ils étaient dans un showroom privé sur invitation, donc je n'ai pas pu aller voir. Vous aviez d'autres marques comme ça. Vous aviez aussi Noctua, qui était dans un showroom privé alors que d'habitude ils ont un stand. Donc juste pour montrer que c'était un peu irréaliste en quelque sorte. Certaines marques ont dû faire leur propre Computex aussi pour avoir juste une présence parce que ils étaient un petit peu virés du Computex principal selon différentes raisons, peut-être juste parce que les boosts coûtaient trop cher et que du coup c'est les gros trucs d'IA, data center qui ont acheté tout. Mais dans tous les cas, oui. Le Computex cette année, c'était pas la même chose que les autres années, clairement. Mais c'est toujours mieux que le CES, donc ça va. Et du coup, justement, passons aux premières news de la semaine. La première grosse news de la semaine, c'est évidemment le fait que Nvidia a annoncé RTX Spark. RTX Spark,
c'est tout simplement une version plus grand public et surtout une version faite pour Windows de la puce qu'on avait dans le DGX Spark. Donc nous avons 10 plus 10 cœurs ARM qui sont faits par MediaTek d'ailleurs. Donc si vous voyez des images de MediaTek dans cette vidéo, parce que j'ai évidemment été sur leur stand, c'est pour ça, ils travaillent avec NVIDIA. Et puis à côté de ces cœurs CPU ARM, vous avez un GPU Blackwell de NVIDIA avec 6144 CUDA core. Et c'est le même genre de GPU que vous retrouveriez dans justement les cartes graphiques de PC fixe ou de PC portable. Donc on a toujours les mêmes Tensor Core, les RT Core, ainsi qu'évidemment l'accélérateur vidéo pour encoder de la V1 ou décoder de la V1, ce genre de choses. Donc assez similaire là-dessus. Et du coup, 6144 CUDA core aussi, c'est plutôt puissant. C'est même plus qu'une RTX 5070 de PC fixe. Bien sûr, évidemment, cette RTX Sparks ne va pas tourner au même TDP qu'une version de PC fixe ou qu'une carte graphique de PC fixe. Donc, on va être limité un petit peu au niveau des performances là-dessus. Donc, la comparaison la plus similaire, je dirais, ce serait une 5070 Ti mobile que vous pourrez retrouver dans certains ordinateurs ultra portables, comme par exemple le G14 que j'ai ici. Donc là, ce sera à peu près le même niveau de performance, qui est en réalité déjà pas mal, selon moi. C'est un bon niveau de performance, surtout pour un ordi portable, mais ne vous attendez pas non plus, oui, aux full performance de 6144 CUDA core, non. On est clairement en dessous de ça à cause justement de cette limitation de TDP. D'ailleurs, au niveau de TDP, et d'ailleurs aussi au niveau modèle, on n'a pas trop d'informations. NVIDIA est resté assez... voilà, ils n'ont pas donné plus que ça. Donc, on ne sait pas combien il y aura de puces RTX Sparks. Il y aura certainement une version avec un peu moins de cœur CPU, un peu plus de cœur CPU, une version avec un peu moins de cœur GPU. C'est tout à fait possible. Selon les rumeurs, il y en aurait 2, donc on verra bien. Mais dans tous les cas, la meilleure puce, elle aura, comme j'ai dit, les 20 puces, les 20 cœurs au total, voilà, ainsi que les 6144 CUDA core. Et au niveau du TDP, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'informations. On sait que, alors il y a eu plusieurs ordi portables qui ont été annoncés. J'en ai pu voir certains justement. Vous avez jusqu'à maintenant 6 partenaires, donc 6 marques différentes qui travaillent avec NVIDIA, mais qui ont été annoncés jusqu'à maintenant. Il y en aura plus après. Notamment, vous avez évidemment Asus, MSI, Dell et tout ça. Vous avez même aussi Lenovo, donc les plus gros partenaires. Et le partenaire le plus important aussi, c'est évidemment Microsoft qui vont annoncer une Surface Laptop Ultra. Donc, c'est une version... Au final, c'est assez similaire à un MacBook Pro 16 pouces, mais plus en 15 pouces ici, qui reprend beaucoup des avantages aussi des Surface Laptop. Donc, vous avez toujours un excellent écran avec un format un peu plus haut que du 16/9. Vous avez toujours un énorme trackpad avec feedback haptique, un excellent clavier, ce genre de choses. Mais évidemment, ici maintenant, avec cette puce RTX Sparks. Alors qu'avant, c'était plus les puces justement de chez Qualcomm, les puces Snapdragon X2. Et Microsoft avait introduit justement ARM sur Windows avant un petit peu ces puces Snapdragon X1, mais ils avaient été vraiment en force en 2024 avec les puces X1. Sauf qu'on l'a vu jusqu'à maintenant, pas trop ça. Mais maintenant, avec l'arrivée de NVIDIA, je pense que ça a bougé beaucoup plus de choses. Vous aurez certainement beaucoup plus de développeurs qui sont justement motivés de peut-être faire une version ARM de leur programme. Mais en attendant, il y a toujours le système de Microsoft qui permet de faire un petit peu comme avec Apple qui s'appelait Rosetta. Sur Windows, ça s'appelle Prism. Donc, ça permet de tout simplement traduire des instructions à la volée qui étaient faites pour un processeur x86 vers des instructions ARM. Comme ça peut tourner sur ce CPU ARM. Et notamment, ça va supporter les jeux vidéo. Ils ont même montré pas mal de jeux vidéo. Ils ont montré 3 en réalité cas d'utilisation que j'ai pu voir. Vous aviez évidemment tout ce qui est IA, forcément, faire tourner des LLM et tout ça. Vous aviez le cas plus professionnel, donc faire tourner Blender, faire tourner des logiciels professionnels, même aussi par exemple Unreal Engine pour la production vidéo. Et puis vous aviez le cas des jeux vidéo. Et j'ai pu justement jouer sur un de ces ordinateurs portables. Alors, je n'ai pas pu aller voir ce qui se passait, changer les paramètres graphiques, voir le nombre d'FPS, on va être honnête. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pu y jouer et que, oui, c'était plutôt fluide. Encore une fois, on va être similaire à une 5070 Ti mobile qui reste une assez bonne carte graphique. Bon, par contre, un truc que j'ai pu entendre, et c'est normal aussi, mais quand l'ordinateur portable faisait tourner en tout cas un jeu vidéo, ça soufflait assez bien, donc tenez-en compte. C'est comme les MacBook Pro au final. Les MacBook Pro sont extrêmement silencieux, surtout quand vous faites des tâches juste normales, même en éditant des vidéos, ils restent assez silencieux. Mais si vous lancez un jeu vidéo, ils deviennent aussi bruyants. C'est juste garanti d'avance. Le GPU à 100% en permanence, ça va faire du bruit.
Et c'était le cas aussi de ces laptops-là. Donc pour ceux qui s'attendaient à un laptop parfaitement silencieux, même en jeu vidéo, voilà, c'est pas très réaliste, il faut quand même le préciser. Par contre, dans les autres tâches, alors on était dans une salle avec d'autres personnes qui parlaient, tout ça, mais quand ils montraient des tâches plus genre professionnelles, honnêtement, j'entendais pas vraiment le système de refroidissement. À part quand ils faisaient par contre tourner des LLM, mais les LLM chargeaient le GPU à 100%, donc tu les en compte. Donc dans des programmes professionnels, en réalité, c'était plutôt silencieux, donc ça c'est plutôt prometteur. Mais bon, on verra bien comment ça se compare justement au MacBook Pro de Apple, parce que je le mentionne plusieurs fois, parce que selon moi, c'est vraiment le concurrent d'RTX Spark, c'est les MacBook Pro de Apple. Ça va être à peu près au même niveau de prix, c'est le même genre de puce, avec un très bon CPU, un énorme GPU derrière, surtout les versions Max de chez Apple qui ont beaucoup de puissance GPU. Et on est encore une fois oui, sur des puces ARM avec leurs avantages, leurs désavantages aussi, mais surtout leur gros avantage d'efficacité énergétique, surtout quand on ne fait rien sur le bureau. Donc ma foi, on verra bien ce que ça va donner. Je suis plutôt impatient de pouvoir tester ça, mais ce sera seulement pour information. Ils ont indiqué que ce serait pour l'automne 2026. Donc ça arrive cette année, mais c'est plus l'automne, donc pas avant septembre. Et je dirais que même ce serait plus octobre au minimum avec justement ces nouvelles puces. Donc on verra bien à ce moment-là. Une chose est sûre, j'essaierai de mettre la main sur un ordinateur portable qui utilise une de ces nouvelles puces parce que je suis vraiment curieux de les tester. Un autre point que je vais mettre dans une news, c'est pareil, qui est très important, c'est le fait que Nvidia ont indiqué qu'ils travaillaient avec certains développeurs de jeux pour supporter les systèmes d'anti-cheat. Donc ça, c'est plutôt massif parce que l'un des problèmes justement des puces ARM, c'est qu'ils ne sont pas forcément supportés par les systèmes anti-cheat. Donc même si vous pouvez jouer, même si le CPU, le GPU est suffisamment puissant, le jeu ne tournera pas parce qu'il va considérer que vous êtes sur du hardware qui ne peut pas être vérifié et vous ne pourrez même pas lancer le jeu. Donc ça, c'est plutôt important. Et tant que je parle de support, par contre, RTX Spark vise à supporter Windows. Ils n'ont pas vraiment indiqué le support de Linux, même si techniquement le DGX Spark, lui, tournait seulement sur Linux. Donc, c'est la même puce, peut-être. Il y a quelqu'un qui a posé une question, je n'ai pas filmé, donc je parle juste comme ça, mais il a posé une question justement sur le fait que est-ce que justement le DGX Spark, lui, va avoir le même support pour Windows, vu que c'est la même puce, et il ne pouvait pas vraiment commenter, il n'était pas tout à fait sûr là-dessus, parce que même si ça reste la même puce, par exemple la carte réseau, ce genre de choses ne sont pas les mêmes, notamment le DGX Spark utilise les X-Connect, si je me souviens bien, de chez Nvidia, qui sont des cartes réseau de malade qui font du 100 gigas à la seconde et tout, et du coup, il n'y a pas vraiment de driver Windows pour ça, donc pas sûr et certain. Mais le RTX Spark, par contre, est beaucoup plus simple, donc ce serait tout à fait logique que lui ait justement des drivers Linux, vu que, encore une fois, le GGX Spark a déjà ces drivers-là. Donc on verra bien, mais oui, au niveau du support, pour ceux qui sont justement sur Linux, qui voudraient justement avoir quelque chose de très similaire au MacBook Pro, mais sur Linux, pas trop de chance à ce niveau-là. Ça reste Nvidia et le truc, c'est que Linux fait la fortune d'Nvidia en ce moment. Si vous regardez avec tout ce qui est data center, IA et tout, tous ces data centers tournent sur Linux. Et pourtant, à côté de ça, Nvidia a toujours assez bien de mal à vraiment supporter Linux. Ils ont fait des efforts ces dernières années, mais ils traînent du pied. Ils traînent vraiment du pied. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, c'est cool de voir justement un autre acteur sur le marché ARM sur Windows. Ça va apporter de la concurrence. Mais ce serait bien aussi que cet acteur soit compatible Linux. Parce que, par exemple, les puces Qualcomm, aucun support Linux. Zéro. Donc ça, c'est vraiment dommage pour justement les personnes qui veulent passer sur Linux parce que Linux est en train de progresser. Donc si Nvidia pouvait sortir les mêmes drivers qu'on a pour le DGX Spark, mais pour le RTX Spark, pour supporter Linux, ce serait selon moi une très bonne chose. En attendant, ils ont déjà le support de l'anti-cheat, ce qui est déjà un point aussi positif pour le gaming. Mais ouais, c'est pas non plus parfait au niveau de Linux par contre. Et d'ailleurs, vu qu'on parlait un petit peu de Microsoft et des surfaces, il y a une news là-dessus. Alors, ce n'était pas au Computex, c'est totalement à part, mais ça va un petit peu de pair selon moi. C'est le fait que justement, ils préparent leur refresh des Surface Pro, donc leur tablette avec des puces ARM, avec justement les nouvelles puces X2. Parce que c'était un petit peu le grand manquement de l'arrivée des puces X2, c'est que vous avez plusieurs partenaires avec Qualcomm justement qui ont annoncé des laptops. Vous avez Asus, Lenovo et tout ça. Et puis Microsoft, qui était pourtant le partenaire de lancement des puces X1, rien du tout. Ce qui est évidemment assez bizarre. Maintenant qu'on voit qu'ils travaillent avec Nvidia, peut-être que c'est la raison. Ils sont un peu en mode « Oh, Qualcomm, vous n'avez pas réussi à amener
des puces ARM suffisamment intéressantes sur Windows, donc on va juste aller travailler avec NVIDIA, c'est tout à fait possible. Mais il faut quand même le préciser, c'est que les puces X2 restent visiblement, en tout cas au niveau CPU, les plus puissantes sur Windows en tout cas, parce qu'on l'a vu, elles sont pas très loin des puces M5 d'Apple, et le CPU qu'on a dans le DGX Sparks et donc par extension le RTX Sparks, par contre, date un petit peu, parce que le DGX Sparks a été annoncé au début de l'année 2025. Donc, il y avait déjà des benches qui étaient sortis du DGX Sparks et il y a des gens qui avaient testé juste la pure puissance CPU et c'était similaire à plus des puces M4 ou M4 Pro et tout ça, évidemment. Par exemple en monocœur. Donc, ça veut dire que ces puces RTX Sparks sont clairement un petit peu en retrait au niveau CPU par rapport notamment aux puces X2 et aussi aux puces d'Apple. Et donc, c'est pour ça que les puces X2 ont toujours leur intérêt parce que tout le monde n'a pas besoin d'un énorme GPU NVIDIA. C'est cool, mais ce n'est pas toujours pour tout le monde, notamment dans une Surface Pro. Et c'est pour ça que Microsoft va continuer justement à faire des Surface Pro avec les puces X2, qui ont leur intérêt pour des modèles aussi plus abordables. Mais un truc qui va être intéressant de voir, c'est que maintenant qu'on a une concurrence d'NVIDIA plus dans le marché haut de gamme qui va arriver, ça va peut-être forcer un petit peu, et vous avez aussi Panther Lake qui est sorti. Est-ce que ça va forcer justement Qualcomm à faire un petit peu mieux au niveau des prix? Parce que si vous regardez jusqu'à maintenant, les puces X2, elles coûtent la peau des fesses, mais vraiment, elles coûtent extrêmement cher. Alors, c'est évidemment dû en partie à cause de la crise de la RAM et tout ça, mais il y a aussi un problème de juste, oui, le prix est juste trop élevé, et donc l'intérêt un petit peu limité pour beaucoup de gens. Et avec ces surfaces, par contre, qui vont sortir, ça va être aussi en partie le cas parce que les surfaces coûtent toujours très cher. Mais bon, si Qualcomm pouvait travailler à baisser les prix, ce serait pas mal. Mais une chose est sûre, Microsoft va enfin rafraîchir certains de leurs modèles avec ces puces X2. Et ça, c'est toujours une bonne chose aussi pour avoir un peu plus de concurrence. Maintenant qu'on a fait cet aparté par rapport à Microsoft, on a aussi une autre news, c'est le fait que NVIDIA a aussi annoncé que RTX Sparks est là pour durer. Ils ont montré une roadmap, donc tout simplement un plan pour le futur, où vous voyez que actuellement, évidemment, le RTX Sparks est basé sur Blackwell, mais ils vont avoir un RTX Sparks basé sur la prochaine architecture GPU de la marque, et ainsi de suite selon les années qui arrivent. Donc le prochain GPU qui va remplacer Blackwell du coup du RTX Sparks et aussi des RTX 5000 sera Rubin pour information. C'est déjà disponible dans les data centers, sauf que on n'a toujours aucune information de quand ça va arriver dans une carte graphique grand public, notamment avec les RTX 6000, c'est pas du tout. Et du coup, là, vous avez quand même NVIDIA qui a montré une roadmap où le RTX Spark serait update justement vers Rubin, donc avec un GPU qui utilise la même architecture qu'on a justement dans ces nouveaux data centers et qui est clairement, tenez en compte, beaucoup plus orienté IA. Il n'y a pas forcément, on ne sait pas de quel est le gain au niveau pure puissance pour même juste la rasterisation ou même juste du ray tracing. On sait juste que Rubin a été vraiment designé pour des pures performances au niveau justement Tensor Core et IA. Donc voilà, ils continuent dans ce qu'ils pensent être le meilleur choix pour eux, ce qui semble être le cas vu le prix d'NVIDIA en ce moment, vu la valuation d'NVIDIA au niveau du marché des actions. Mais voilà, pour les gamers, pas forcément la meilleure news, mais en tout cas, oui, on aura un RTX Sparks basé sur Rubin et aussi on aura un RTX Sparks basé sur la prochaine architecture qui est beaucoup plus loin, qui est Freeman, si je me souviens bien. Donc oui, on verra bien, mais une chose est sûre, RTX Sparks semble être prévu pour durer dans le temps, ce qui est une bonne nouvelle évidemment, parce que ça indique qu'ils veulent vraiment se lancer dans ce marché-là. Un marché qui est quand même massif, il faut tenir compte, parce que la plupart des gens dans le monde ont un ordi portable, pas forcément un ordinateur fixe. Bon, la plupart des gens ont aussi un téléphone en réalité, mais le second marché après les téléphones, au final, c'est les ordinateurs portables. Donc c'est un énorme marché pour NVIDIA qui, jusqu'à maintenant, ils étaient juste sur le marché gaming des ordi portables qui est très limité. Donc là, ça leur ouvre une porte vers un marché beaucoup plus important et aussi un marché où ils peuvent insérer plus d'IA. Et NVIDIA aime bien les IA, donc s'ils peuvent en rajouter partout, ils vont le faire. On a toutefois quelques news au niveau carte graphique NVIDIA grand public parce que vous avez certains leakers qui ont indiqué que les RTX 5000 Super pourraient arriver toujours en 2026. Elles étaient prévues normalement, alors au début on disait fin 2025, ce qui était le moins probable, mais aussi début 2026, qui était là beaucoup plus probable parce que ça faisait un an après la sortie des RTX 5000. Et en général, NVIDIA refresh leur carte graphique avec des versions super après justement un peu plus d'un an. Donc ça semblait plutôt correspondre. On avait eu aussi des annonces au GTC, notamment en mars 2026, qui auraient fait penser qu'ils auraient pu annoncer justement une nouvelle carte graphique à ce moment-là, parce que ça semblait aller assez bien de pair. Mais au final, on n'avait évidemment pas eu de RTX 5000 Super à ce moment-là. Mais selon moi, ça montrait vraiment qu'elles étaient prévues. C'est juste que
elles avaient été mis un petit peu de côté, notamment avec l'arrivée de DLSS 5. Ce serait logique d'avoir des cartes plus puissantes pour supporter pleinement DLSS 5. Mais dans tous les cas, fin 2026 pourrait être l'arrivée de ces RTX 5000 Super. Ça permettrait aussi de mettre du buffer avec les RTX 6000 qui, elle, arriverait beaucoup plus loin. Pas avant 2027 et certainement plus fin 2027. Donc, prenez votre mal en patience. En tout cas, s'il n'y a pas de crash, il n'y a pas une explosion de la bulle de l'IA, pour le moment, il va falloir attendre pour avoir de nouvelles cartes graphiques. Et les seuls qu'on aura, en tout cas de la part d'NVIDIA, serait ce refresh super, qui est encore une fois une rumeur, mais qui serait ce serait logique, parce que ces versions super sont juste des versions soit avec un petit peu plus de code à corps, parce que le GPU qu'ils utilisaient dans ces cartes le permettait. Je pense notamment, je ne sais pas moi, à la 5070. La 5070 utilise un GPU qui est en partie castré, donc ils peuvent rajouter un peu plus de code à corps, faire une version super. Ils peuvent rajouter un peu plus de VRAM aussi, c'est tout à fait possible. Et puis vous avez par exemple la 5060 qui, elle, est un GPU populaire, mais ces 8 Go de VRAM fait que certaines personnes, des fois, ne veulent pas le prendre. Et je trouve aussi que ça a la limite dans le futur, même si actuellement, c'est un des GPU les plus intéressants parce que c'est le seul qui n'a pas vraiment augmenté en prix chez NVIDIA, en tout cas dans l'entrée de gamme. Mais il pourrait faire une version justement où il change ses puces 2 Go de GDDR7 que vous avez sur la 5060, il met des puces 3 Go et au lieu de 8 Go au total, on aurait 12 Go, ce qui serait tout à fait logique. Ce serait une vraie remplaçante à la RTX 3560. Je le vois aussi au niveau marketing, ils vont le faire genre, voilà, une vraie remplaçante à la 3060. Si vous avez une 3060, prenez la 5060, 12 Go ou la 5060 Super, on ne sait pas comment elle va s'appeler. Donc, une rumeur, mais une rumeur qui est logique parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts de la part d'NVIDIA. Ça demande juste de prendre certaines des puces GDDR7 qu'ils allouent pour certains marchés, notamment les RTX Pro, et les mettre sur le marché grand public. Donc, à voir s'ils font ça parce que ils n'ont pas forcément beaucoup de puces GDDR7, mais s'ils peuvent se le permettre, ce serait tout à fait logique qu'on ait des RTX Super, en tout cas d'ici la fin 2026. Et de son côté, AMD a eu aussi des news pour le Computex. Alors évidemment, il y a eu des annonces au niveau data center, IA et tout le tralala, mais nous, on se concentre ici sur plus le marché consommateur. Et ils ont annoncé notamment une nouvelle carte graphique, enfin une nouvelle carte graphique qui est la RX 9070 GRE. Donc oui, ce modèle spécifique à la Chine va enfin arriver dans le reste du monde. Et apparemment, il est déjà disponible en stock dans le reste du monde. Donc si vous êtes en Europe et tout ça, vous pouvez déjà l'acheter au moment où je fais cette vidéo-là en tout cas, où je sors cette vidéo. C'est juste que le prix n'est pas forcément le plus intéressant. Donc la 9070 GRE, je vous rappelle, c'est juste une version qui normalement, encore une fois, était réservée au marché chinois, d'où le nom GRE pour Golden Rabbit Edition. Et donc, c'est une version un petit peu castrée de la 9070, avec notamment, au lieu de 16 Go de VRAM, vous en avez 12 Go de VRAM. Donc, sur le papier, si elle se place exactement entre une 9060 XT et 9070, c'est une carte graphique intéressante. Ça fait un bon compromis, c'est un peu la remplaçante à la 7700 XT. Sauf que le problème, encore une fois, c'est qu'elle est un petit peu chère. Et pour le moment, visiblement, c'est le cas. Donc, si vous pouvez trouver une 9070 pour le même prix, prenez une 9070. Il n'y a juste aucun débat là-dessus. Donc, c'est un peu le problème d'AMD. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois par le passé. Ils sortent une carte, elle a un mauvais prix, elle se vend mal. Les tests disent oui, ne l'achetez pas parce qu'elle est trop chère, autre chose. Et puis quelques mois plus tard, ils sont en mode bon, on va la baisser de prix. Et là, elle devient intéressante. Et pour le moment, elle n'est visiblement pas intéressante. Mais si elle se vend très mal, forcément les stocks vont s'accumuler et ils vont finir par baisser les prix. C'est juste logique. Parce que sinon, ça va rester en stock, parce que personne n'achètera ça. Un autre produit qui a été annoncé par AMD, c'est au niveau CPU, et c'est le 5800X3D version 10 ans. Alors, ce n'est pas pour les 10 ans du 5800X3D, parce que ça ne fait pas 10 ans qu'il est sorti, je vous rassure. C'est pour les 10 ans de la plateforme AM4, parce que oui, ça fait 10 ans que le socket AM4 est disponible sur le marché. Et au final, on a toujours des CPU qui sortent pour cette plateforme, ce qui est assez incroyable. Et ce 5800X3D 10 ans est justement un petit peu là pour commémorer. Alors, il y a un truc intéressant avec ce 5800X3D, c'est le fait que notamment, le cache X3D que vous avez sur ce CPU était mis différemment que les nouveaux CPU. Et l'usine qui pouvait faire ça et le procédé qui pouvait faire ça n'existe plus en fait. C'était un procédé de TSMC qui permettait de justement mettre plusieurs couches de silicium, enfin plusieurs choses l'une par-dessus l'autre, donc par exemple le CPU, le cache X3D par-dessus. Et ce procédé, cette première version du procédé en tout cas, n'était
mais plus disponible et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient plus vraiment fabriquer un 5800X 3D. Donc ils ont redesigné, pour information, ce procédé pour ressortir ce CPU, ce qui est un peu bizarre. Alors le CPU est le même, il est toujours gravé en 7 nanomètres et tout ça, c'est juste qu'ils ont dû réutiliser un autre procédé, utiliser la version plus récente de ce procédé pour justement mettre le cache X 3D. Donc ils le disent, au niveau performance, il est le même, mais il est techniquement légèrement différent. Donc il faut en tenir compte. Mais sinon pour le reste, oui, c'est un 5800X 3D qui était à l'époque un très bon CPU et qui même en 2026 est toujours un très bon CPU. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Mais si vous en avez acheté un il y a des années, vous êtes encore très bien. À côté de ça, ils ont aussi annoncé un 7700X 3D. Donc c'est oui, une version du 7700X, mais avec un cache X 3D, ça semble logique. Et donc ça pourrait être aussi un CPU plutôt intéressant pour ceux qui veulent jouer. Après, le prix qu'ils ont annoncé est un petit peu haut selon moi. Pour information, il va démarrer à partir de 329 $. Donc en Europe, ce serait plus de 300 €. Et à ce moment-là, vous avez le 7800X 3D. Et des fois, même en promotion, le 9800X 3D commence à se rapprocher. Donc moi, je prendrais plus un 7800X 3D qui reste un petit peu meilleur. Mais si vous pouvez l'avoir moins cher qu'un 7800X 3D, ça pourrait valoir la peine. Il y a aussi une autre alternative, voilà, j'arrive à parler, qui est le 7500X 3D, si je me souviens bien, qui des fois est en promotion à genre 230 €. Donc ça, c'est une très bonne alternative. En plus, évidemment, de l'offre Intel, parce qu'on a notamment les Core Ultra 7 et 5 Plus. Vous avez deux modèles, avec évidemment deux modèles aussi sur la partie GPU, et ils sont vraiment très bons pour le prix. Est-ce qu'ils sont aussi bons que ces versions X3D? Non. Mais ils sont beaucoup plus généralistes. On va dire, si vous voulez faire plus que jouer à des jeux vidéo, c'est juste un bien meilleur choix. Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez regarder justement si vous faites une nouvelle config. Je dis bien si vous faites une nouvelle config, parce que vu le prix de la RAM et tout ça, voilà, bonne chance. Ensuite, on a une autre petite news sur AMD qui est plutôt intéressante sur moi, c'est le fait qu'ils sont en train d'étendre le support pour AM5. Donc normalement, quand ils avaient annoncé le socket AM5, ils avaient dit qu'il serait au minimum supporté jusqu'à 2027. Sauf que 2027, c'est l'année prochaine, je pense que vous l'avez vu. Et donc, ils ont tout simplement communiqué sur le fait que finalement, ils vont même le supporter jusqu'à 2029. Donc c'est une annonce officielle comme quoi on est sûr d'avoir des nouveaux produits, d'avoir un bon support jusqu'à 2029, ce qui est une très bonne news pour ceux qui ont justement investi dans une carte mère AM5 parce qu'elle coûtait clairement plus cher que les cartes mères AM4, elles utilisaient de la DDR5 et tout ça, ce qui rajoutait du coût, surtout à l'heure actuelle. Et donc vous avez cette garantie, et je pense que c'est un petit peu fait exprès justement avec le fait que la DDR5 coûte cher, donc ils essayent de dire aux gens, ok, c'est un investissement, mais si vous le faites, vous savez que vous avez un support jusqu'à 2029, ce qui est une des forces justement selon moi d'AMD au niveau CPU. Et surtout, ils vous permettent d'avoir des nouveaux CPU dans le futur. Et ce qui est très important parce que ça veut dire que si vous achetez même une carte mère en X670, voilà des années, dans quelques années, vous pourrez acheter un processeur moderne qui peut-être, oui, n'aura pas toutes les fonctionnalités qui fonctionnent sur cette carte mère. Il n'aura peut-être pas un port USB, je ne sais pas moi, 4.2 ou un truc dans le genre. Mais au moins, vous aurez normalement pas mal de la puissance CPU. Et vous pourrez mettre un nouveau GPU et pas besoin d'acheter une nouvelle carte mère, pas besoin d'acheter une nouvelle RAM et vous avez déjà un PC upgrade. Ce qui est la force justement des PC, qu'on puisse les upgrade. Donc ça, c'est plutôt cool à voir. Et j'espère que ça va inspirer Intel. Il y a des rumeurs comme quoi ils voudraient mieux supporter leur socket dans le futur. Donc Intel, si vous regardez ça, j'espère que vous allez vous en inspirer parce que oui, ok, c'est cool d'apporter un nouveau socket parce que vous pouvez apporter de nouvelles fonctionnalités, mais des fois les gens ne veulent pas une nouvelle fonctionnalité. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste garder leur carte mère un peu plus longtemps, comme ça c'est plus économique. Et à côté de ça, qu'est-ce que Intel a annoncé lors du Computex? En réalité, selon moi, ils ont eu la deuxième plus grosse annonce du Computex, en tout cas au niveau hardware, et c'est le fait qu'ils ont montré leur puce G3 et G3 Extreme. Et j'ai pu tester notamment certaines des consoles, donc on en a 3 jusqu'à maintenant qui ont été annoncées. On a une de One X Player qui n'était pas montrée lors du Computex parce qu'ils n'étaient pas présents. On en a une de Acer Predator qui était sur leur stand, j'ai pu la voir. Mais selon moi, le partenaire Intel le plus intéressant, c'était évidemment MSI parce que MSI était littéralement les premiers à avoir fait une console. Enfin, en réalité, One X Player était les premiers parce qu'ils en avaient fait une il y a très longtemps, que j'avais acheté personnellement. Mais on va dire des grandes marques connues, MSI, Asus, Gigabyte et tout ça, MSI était l'un des premiers à avoir travaillé justement avec Intel. Et ils ont pas mal d'expertise là-dessus. Et donc, je me suis surtout concentré sur justement la MSI. Alors, c'est la MSI Clowit, je ne sais plus quoi. Le nom est un rallonge. Mais dans tous les cas, ce que
vous devez retenir, c'est que cette nouvelle MSI Clo utilise justement cette puce G3 et aussi la puce G3 extrême. Et j'ai pu la tester sur le stand justement de MSI. Et franchement, les performances étaient bonnes. Alors, évidemment, je n'avais pas de compteur d'FPS et tout ça, mais je pouvais aller un petit peu dans les paramètres. Donc, je me suis amusé à aller dans les paramètres graphiques. Notamment, il y avait... Alors, j'ai pu tester un petit peu de F1. Il y avait un autre jeu un petit peu tactique, je ne sais pas quoi, FPS. J'ai pu aller voir un petit peu aussi. Et beaucoup de ces jeux-là tournent avec un niveau de graphique quand même assez élevé. Vous aviez aussi Hogwarts Legacy que j'avais pu tester. Et encore une fois, ça tournait à un niveau graphique plutôt bon, en tenant compte que la console utilise un écran Full HD de 8 pouces, donc aussi une assez bonne résolution. Et les jeux tournaient plutôt bien, selon moi. Alors, ils ne tournaient pas à 120 FPS, mais ils tournaient plutôt bien. Et de ce qu'on a vu, alors évidemment, Intel a annoncé des chiffres un petit peu de leur côté. Et les chiffres d'Intel, toujours à prendre un petit peu avec des pincettes, mais de ce qu'ils disent, la puce G3 Extreme serait 40% plus performante que la puce Z2 Extreme, ce qui est massif en réalité. Mais un autre point important avec ces consoles mobiles, et je pense que beaucoup de gens qui utilisent justement ces consoles pourront le confirmer, c'est l'efficacité énergétique. C'est bien d'avoir 120 FPS, mais si vous durez 10 minutes sur la batterie, ça ne vaut pas la peine. Vous allez devoir tout le temps être branché, pas très plaisant comme expérience. Vous voulez justement pouvoir bouger et utiliser votre console dans un environnement où vous n'avez pas forcément une prise. Et du coup, là, un autre chiffre très intéressant d'Intel, qu'il faudra confirmer évidemment, c'est le fait qu'ils indiquent qu'ils ont 2 fois plus de performance par watt que AMD dans les jeux vidéo. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez faire tourner le GPU à 15 watts, enfin plutôt l'APU à 15 watts, et avec justement cette puce G3 Extreme, vous auriez certainement 2 fois plus de performance en vous limitant à 15 watts par rapport à AMD. Encore une fois, à confirmer, mais on sait que Panther Lake, sur lequel est basée cette puce G3 Extreme et G3, est très efficace au niveau énergétique, surtout au niveau du CPU. Et donc, ce serait tout à fait logique par rapport à l'ancienne puce Z2 Extreme qui, on va le reconnaître, est un peu une version recyclée de différents trucs de chez AMD. Alors, utilise un CPU Zen 5 pour information, donc c'est plutôt récent. Évidemment, parce que c'est ce qu'on a plus récent. Mais par contre, le GPU est évidemment basé sur RDNA 3.5. Donc, pas de RDNA 4.0 et tout ça. Donc, c'est ça que AMD est un petit peu en retard, alors que techniquement, ils ont déjà quelque chose de meilleur. Mais dans tous les cas, vu que Intel a juste plus d'efficacité énergétique, ils utilisent un meilleur processus de gravure, ce serait tout à fait logique qu'ils aient plus de performance par watt. Donc, il faudra confirmer quand les tests sortiront. Les consoles vont arriver très prochainement. Il y a déjà un peu des précommandes qui sont sorties. Les prix sont abusés par contre. C'est ça le problème avec ces nouvelles puces. Ça va coûter cher. Et ça pourrait du coup être un avantage des puces Z2 Extreme, c'est qu'elles restent abordables. Vous avez notamment la ROG Xbox Live qui est toujours à 899 €, ce qui est très cher selon moi, surtout quand elle était sortie. Mais maintenant, quand vous voyez le prix des autres consoles, c'est plutôt raisonnable. Et vous avez toujours les anciennes puces Z1 Extreme qui, selon moi, restent le meilleur choix en fait. Notamment la première ROG Live, vous pouvez encore la trouver vers 400 € sur eBay d'occasion, mais moi j'en ai acheté une d'occasion et elle était tip-top au niveau conditions. Et je l'ai eu pour 350 €. Donc c'était un excellent deal. Et aussi, évidemment, à côté de ça, vous avez le Steam Deck qui, même si ce n'est pas le plus puissant, mais a cet avantage de SteamOS, un bon écosystème. Et du coup, ça fait que ça reste un très bon choix, même si les prix sont en train d'augmenter, tenez-en compte, et les stocks sont pas très bons. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Donc ma foi, on verra bien. Mais en tout cas, la puce G3 et la puce G3 Extreme sont la première fois depuis de nombreux mois, même depuis limite des années, qu'on a vraiment une évolution au niveau de ces consoles mobiles. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a une petite news au niveau d'Apple qui est en train de fabriquer de plus en plus de MacBook Neo, parce que le MacBook Neo est évidemment très populaire. Et justement, une réponse à ça, lors du Computex, vous avez eu plusieurs ordinateurs portables qui ont été montrés avec Wildcat, donc j'ai pu en voir certains. Je n'ai pas forcément filmé, je vais être très honnête, je n'ai pas eu le temps de les filmer, mais je les ai testés un petit peu. On en a montré un notamment dans une vidéo de RTBF XP qui va arriver, donc payant clé, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais vous avez certains, justement, ces ordi portables Wildcat qui ont été montrés. Et les specs sont en partie similaires à ce qu'on a dans le MacBook Neo. Donc vous avez un CPU Seeker. Vous avez bien souvent un modèle qui démarre à 8 Go, mais aussi un modèle 16 Go de RAM. Vous avez 512 Go de stockage, très similaire. Mais à côté de ça, vous avez des écrans plus haute résolution, souvent avec du 120 Hz. Vous avez des meilleurs claviers, meilleurs trackpads, support de Windows Hello, ce genre de choses. Donc, sur le papier, le hardware est juste meilleur sur Windows. Le problème, et c'est à chaque fois le même problème, et je le répète encore et encore, c'est justement la force du MacBook Neo, c'est pas qu'il est incroyable pour le hardware, pas du tout.
le hardware est juste, quand vous regardez juste les specs au niveau hardware, c'est juste pas très intéressant pour le prix. La force du MacBook Neo, c'est un hardware assez efficace au niveau énergétique, couplé à un OS qui en tire parti. Et ce n'est pas le cas avec Windows. On a justement des très bons CPU avec Panther Lake, avec Wildcat qui arrivent justement. Ces nouveaux CPU sont très bons. Et comme ils ont seulement 6 cœurs, ils vont être moins chers. Et justement, c'est le but de ces ordi portables. Ils vont être au même prix que le MacBook Neo. Donc, on aura des ordi qui seront au bon prix, qui ont le bon hardware. Mais Windows derrière sera toujours mais. Et on l'a vu notamment sur un ordi, justement avec Wildcat. Il avait 16 Go de RAM et on était dans le gestionnaire de tâches, il n'y a presque rien qui tournait. Il utilisait déjà la moitié de la RAM. Donc vous voyez le problème, c'est juste ça à chaque fois. C'est Windows le problème. Ils peuvent l'améliorer, ils ont dit qu'ils allaient l'améliorer, mais pour le moment, c'est toujours pas le cas. À côté de ça, on a eu aussi énormément d'annonces au niveau écran et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, donc c'est pour ça que j'en parle. Alors on a eu des nouveaux écrans ultra haut de gamme qui ont été annoncés, comme d'habitude. Notamment, vous avez Samsung qui a montré une dalle QD OLED qui peut faire du 4K 360 Hz, qui est abusé. Et elle pouvait faire aussi, elle a un mode dual, et donc elle pouvait faire du 1080p à plus de 600 Hz. Donc là, juste la dalle ultime. Après, il y en a qui vont regarder ça et être en mode « Oh, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que ça va être hyper cher. » Mais le truc, c'est que quand vous avez des nouveaux écrans haut de gamme comme ça, c'est comme avec les TV, ça pousse tout vers le bas. Donc, vous allez avoir ces nouveaux écrans qui vont sortir à plus de 1000 € et ça va pousser les anciens modèles 240 Hz à un prix plus abordable. Et ces modèles 4K 240 Hz vont pousser les modèles 1440p à un prix plus abordable. Donc en réalité, ça, selon moi, c'est une bonne news pour tout le monde. Parce que des nouvelles dalles bien meilleures niveau spec, parce que jusqu'à maintenant, on a eu du 4K 240 Hz, voilà des années déjà. Tout ce qu'on a eu, c'est plus des améliorations au niveau du tandem OLED et tout ça, ce qui est de bonnes améliorations. Mais du coup, les specs bruts n'ont pas vraiment progressé. Et c'est la première fois que maintenant, on a vraiment, voilà, on passe à un niveau supérieur, selon moi. Avec ça aussi, l'arrivée de certains écrans, par exemple 5K, qui arrivent, qui ont un mode dual avec du 1440p et tout. Donc, ces nouveaux écrans qui vont coûter cher sont en train de pousser les autres écrans vers le bas. Et du coup, ça va rendre l'OLED encore plus abordable. Et ça, c'est seulement une très bonne news. J'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment sur le Burn-in OLED qui était assez intéressante. Alors, je sais que la compression YouTube cache assez bien le peu de burn-in que j'ai pu voir. C'est clairement, j'ai très peu de burn-in sur mon écran, mais la compression YouTube l'a un peu caché, ce qui est un peu dommage. Mais bon, dans tous les cas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, sûrement elle est intéressante. Le OLED est clairement bien meilleur que il y a des années. Pour moi, le souci de burn-in il est toujours là. Il faut faire attention, mais c'est pas genre, oh, vous jouez normalement un jeu et puis hop, vous allez avoir du burn-in et il va être fichu en un an. Non, ça ne va pas être le cas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais ce n'est pas encore tout à fait parfait. Alors d'ailleurs, par rapport à l'écran Samsung qui a été annoncé de 4K 360 Hz, un point intéressant, c'est que MSI justement a annoncé un écran qui utilise cette nouvelle dalle. Donc vous avez du 4K 360 Hz, ok, génial. Le meilleur vraiment pour quelqu'un qui est prêt à mettre justement de l'argent dans un écran OLED. Mais derrière, ils ont aussi le support du triple mode. Donc au lieu d'avoir un dual mode, juste OK 4K 1080p, vous avez ici 3 modes différents. Vous avez 4K 360 Hz, vous avez un mode 1440p à genre 520 Hz si je me souviens bien, ce qui est abusé déjà ça. Et puis vous avez un mode 1080p qui lui monte à plus de 600 Hz. Et donc ça vous donne littéralement l'écran ultime selon moi. C'est vraiment, vous n'avez aucun compromis. Vous pouvez jouer à un jeu de stratégie en 4K, vraiment profiter même jusqu'à 360 Hz. Je ne sais même pas quel jeu de stratégie tourne à ce taux de rafraîchissement en 4K, mais vous pouvez le faire, même avec le frame génération, je ne sais pas moi. Et puis à côté de ça, vous pouvez jouer à Cyberpunk en 1440p, jusqu'à 520 Hz. Bon, là, il va vous falloir aussi un PC de malade. Et puis après, vous pouvez jouer en 1080p dans un jeu comme CSGO, ou plutôt CS2 maintenant, et un très bon un très bon FPS, et surtout avec un temps de réaction très bas. Donc c'est vraiment l'écran ultime. Il va coûter très cher, mais au moins, oui, c'est l'écran ultime. Et encore une fois, ça va pousser vers le bas tous les autres écrans derrière. Et il était présenté au Computex, c'est juste qu'il était peut-être sur le stand d'MSI, mais j'étais tellement distrait par la puce G3 extrême et la MSI Clo que je ne l'ai pas vu. Ce qui est un petit peu dommage parce que j'aurais bien voulu le voir de mes propres yeux parce que personnellement, ce serait l'écran ultime pour moi en fait. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. Nous n'avons pas de deal de la semaine cette semaine-ci, tenez-en compte,
parce que c'est le Computex, j'ai pas eu le temps de regarder les deals. Mais à partir de la semaine prochaine, on recommence les deals de la semaine. Donc voilà, il y aura des petits deals intéressants, je l'espère. Peut-être avec un truc, c'est qu'avec l'annonce du Computex, vous avez des nouveaux produits qui arrivent. Et en général, quand vous avez des nouveaux produits qui arrivent, les anciens produits mais passent en promotion. Donc peut-être qu'on va commencer à avoir de plus en plus de promotions pour cet été. Donc ça, ce sera évidemment très intéressant. En attendant, si vous avez bien apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine et je vous dis ciao ciao.